Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. J'ai un sourire, mais j'ai un petit pincement de cœur. C'est la dernière déjà cette saison, mais encore une fois, c'est toujours très agréable. J'espère que les gens ont apprécié autant que nous, on a de plaisir à le faire. Oui, tout à fait. C'était une saison qui est un petit peu spéciale à réaliser quand même, avec tout ce qu'on a connu comme circonstances. Mais on a eu, je pense, un beau produit qu'on a été fiers de vous présenter. Tu fais bien de le dire, c'est le bon terme. Puis on va conclure ça aujourd'hui avec plusieurs entretiens, dont un notamment avec Yannick Lévesque, président de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, 45e anniversaire du Midget 3 cette année. Alors, on va parler de ça un petit peu avec Yannick dans quelques instants. De ton côté, sur la glace, une chronique importante pour toi, je pense. Une chronique importante parce que depuis plusieurs années, on boude un peu le hockey québécois. L'enfant pauvre, c'est le défenseur. Souvent, là, on dit les joueurs qui proviennent du Québec, c'est des joueurs offensifs. Et il y a eu une époque, évidemment, où les gardiens de but étaient très en demande. Très rarement, on s'est concentré sur les défenseurs. Alors, on a parlé la semaine dernière de l'implication des défenseurs dans l'attaque. Maintenant, on y va avec la relance. À quel point c'est important les phases de transition et les défenseurs dans ce département sont essentiels. Et on va voir ça dans un instant. Ne manquez pas cette chronique. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey, le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action, le Hockey le magazine, pour un accès inédit à vos joueurs préférés. On a le plaisir cette semaine de s'entretenir à Hockey le magazine avec Yannick Lévesque, président de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, qui, pandémie oblige, on le reçoit de manière virtuelle aujourd'hui, mais on est bien content de l'avoir avec nous quand même. Toujours un grand plaisir, Jasmin, n'importe quand. Ça aurait été plus le fun de le faire en présentiel, mais là, on respecte les règles, donc on fait ça à domicile. Yannick, on enregistre cette entrevue le 25 février. J'aimerais te demander d'abord, quelle est la situation de la Ligue en date d'aujourd'hui? Avez-vous toujours espoir de pouvoir disputer une saison? Comment ça s'est passé dans les derniers mois pour vous? Bien, ça n'a pas été une année facile. Il faut se dire les vraies choses. On avait bon espoir de pouvoir tenir une saison. Il faut se rappeler qu'en août dernier, on avait la permission de tenir nos camps d'entraînement et que là, par la suite, en septembre, la deuxième vague a frappé plus vite qu'on pensait au Québec. Donc, tout s'est arrêté abruptement à ce moment-là. Puis, on a réussi à disons, poursuivre nos activités de façon assez différente avec des entraînements, des bulles, des groupes bulles avec les joueurs. Donc, en fait, c'est que les jeunes s'entraînent, sont sur la glace depuis quand même le mois d'août dernier. Mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs de jouer. On a travaillé sur différents projets de calendrier. Je pense qu'on est rendu à la version 18 maintenant, avec un calendrier qui pourrait commencer plus tard en mars. L'équipe à la Ligue de Georges Marien, Yannick Gagné, ont fait un travail incroyable cette année. Plusieurs versions. Mais là, on a bon espoir que ça pourrait reprendre. On attend ce que le gouvernement va nous annoncer quelque part dans le coin du 8 mars, après la semaine de relâche. On a bon espoir qu'on puisse présenter un calendrier. Ce qui est bien, Jasmin, c'est qu'on a réussi quand même à extensionner les disponibilités des amphithéâtres dans la Ligue jusqu'au mois de juin. Donc, pour pouvoir étirer la saison, on sait qu'habituellement, tout ça se termine quelque part à la mi-avril avec la Coupe TELUS. Mais là, on va pouvoir jouer jusqu'à la fin mai, début juin pour tenir, disons, le plus de matchs possible. Il y a toujours sur la table à dessin un calendrier de 10 semaines. Là, donc, on pourrait présenter quand même passablement de matchs, une vingtaine de matchs, même un peu plus, 24 matchs par équipe. Et par la suite, tenir un tournoi qui va regrouper l'ensemble de nos formations. Ça va être des séries, dans le fond, sur un tournoi, une fin de semaine, une semaine, là, quelques jours, pour l'obtention de la Coupe Jimmy Ferrari, là, quelque part fin mai, début juin. Yannick, vous avez été imaginatif au fil des derniers mois, notamment au niveau des réseaux sociaux. Vous avez dû user de créativité pour peut-être divertir un petit peu les joueurs qui cherchaient peut-être des défis ou des motivations à travers tout ce processus-là? Tout à fait. Les entraîneurs ont fait tout un travail avec leurs jeunes tout au long de la saison pour garder le niveau d'enthousiasme le plus élevé possible. C'est pas évident. Puis là, à un moment donné, on voulait, nous, au niveau de la Ligue, arriver avec une autre idée. Et en fait, l'idée est venue de notre collègue Gaston Terrien, Jasmin, et des riverains du Collège Charlemagne de présenter un genre de concours d'habilité. Et ce concours-là, finalement, a été repris par la Ligue, monté par Georges et Yannick, qu'on a envoyé à toutes nos équipes avec plusieurs disciplines, 5 ou 6 disciplines différentes. On a donné une fenêtre de 10 jours aux équipes pour le réaliser. Donc, imagine, pour certains joueurs, c'est la première fois qu'ils portaient leur chandail de match avec leur nom dans le dos.
pour participer à ce défi des habilités CCM présentant en collaboration avec RDS également. Et là, on va couronner des champions, puis il y a des prix pour chacune des équipes. Et si la santé publique nous le permet, plus tard en mars ou en avril, on va tenir une journée où on va regrouper les gagnants de chacune des formations. On va faire ça dans un endroit centralisé, puis peut-être même pouvoir le présenter à la télé éventuellement. C'est le but, en tout cas, de la démarche. Mais même si on ne réussit pas à aller à la télé avec ça comme on veut le faire, au moins ce qui a été fait dans chacune des équipes, j'ai vu les sourires chez les jeunes, on s'est taquiné, on a eu du plaisir. Donc, ça a comme brisé la routine un peu des entraînements en groupe bulle et de pouvoir donner un événement pour mettre un peu d'entrain dans tout ça. Ça a été en tout cas un grand succès. Ça s'est terminé le 26 février dernier. Puis tout le monde a bien apprécié cette petite compétition amicale. Yannick, tu parles de sourire justement avec les joueurs. Toi qui es président de la Ligue, quel a été ton rapport justement avec les joueurs et avec les équipes au fil des derniers mois? Je suppose que tu les as trouvés résilients et combatifs. Honnêtement, là, moi, j'en reviens pas. Cette pandémie-là n'est pas facile pour personne, mais pour nos jeunes, c'est tellement compliqué et difficile. Mais de les voir à chaque semaine garder le moral, s'entraîner. Souvent, là, on dit ce qui est le fun de jouer au hockey. Oui, les entraînements, là, pour les entraîneurs, le développement, c'est parfait. Les jeunes, eux autres, ils veulent jouer des matchs. À un moment donné, c'est de jouer des matchs qui est le fun. Ils n'en ont pas joué de match depuis plusieurs mois, donc c'est pas évident de garder quand même le niveau de bonne humeur assez élevé. C'était le cas avec nos 15 équipes. Donc, pour vrai, là, je leur lève mon chapeau. Félicitations à tous nos jeunes dans la Ligue et félicitations aux entraîneurs, aux dirigeants qui, eux, ont réussi à garder tout ça, à garder, comme on dit, le flambeau bien haut. C'est pas évident. J'ai parlé à plusieurs entraîneurs, puis ça n'a pas été une saison facile. Mais là, on a bon espoir qu'on puisse jouer quelques matchs dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Yannick. Cette semaine, à notre question de la semaine, on vous parle de Connor McDavid des Oilers d'Edmonton, puisque le 13 mars 2019, il y a 2 ans, Connor McDavid inscrivait 100 points dans une saison pour une 3e année consécutive. Et Danny va en faire bien d'autres des saisons de 100 points, Connor McDavid. Écoute, tu penses à une centaine d'années d'histoire de la Ligue nationale, des joueurs qui, en jeune âge, sont aussi dominants. Il n'y en a pas beaucoup, là. Alors, évidemment, là, tu te mets à réfléchir sur 100 ans, il y a combien de joueurs qui ont réussi à faire ça? C'est une excellente question. Et c'est justement ce qu'on vous demande aujourd'hui. Combien de joueurs avaient réussi à inscrire 100 points 3 saisons de suite avant Connor McDavid qui l'a fait en 2019? S.A. 18, B. 23 ou C. 29? La réponse après la pause. Avant la pause, à notre question quiz de la semaine, on vous parlait de Connor McDavid puisque le 13 mars 2019, il a marqué 100 points pour une 3e saison consécutive et on se demandait combien de joueurs avaient atteint ce plateau avant lui dans l'histoire de la Ligue nationale. La réponse est A. 18. Connor McDavid est donc devenu le 19e de l'histoire de la Ligue nationale à inscrire 100 points 3 saisons de suite. Et Danny, il l'aurait réussi encore cette année, n'eût été de la fameuse pandémie du coronavirus. Il en avait 94 des points avec encore une quinzaine de matchs à jouer. Alors, je pense qu'on peut affirmer qu'il aurait marqué 100 points pour une 4e année de suite. Moi, je ne veux pas parier contre lui. Merci beaucoup, Danny. On a le plaisir cette semaine à Hockey le Magazine de s'entretenir avec Denis Fugère, recruteur pour les Kings de Los Angeles. Denis, parle-moi d'abord un petit peu du parcours que vous avez pour vous amener être recruteur avec les Kings. Avant d'être avec les Kings, j'étais avec Rouen, j'étais avec Shawinigan, j'étais avec Drummondville. À Drummondville, j'étais directeur gérant adjoint et directeur du recrutement. J'ai fait 5 ans. Puis à partir de là, j'ai été approché par les Kings. Le dépisteur-chef, à ce moment-là, il arrivait de Team Ontario, au moins de 17 ans, dont Équipe Québec avait battu et gagné la médaille d'or. Et c'est de là que ça a parti. J'ai passé une entrevue ou 2, puis on m'a engagé. On était 5 candidats. On a eu un plaisir fou avec les entrevues. Puis j'ai commencé en 2007. Denis, vous aviez beaucoup d'expérience avec le milieu du dépistage, mais ça a été un premier contact avec la Ligue nationale quand même. Parlez-moi de cette grosse machine-là quand même, du travail qui est sûrement très différent aussi pour vous. C'est différent parce que, premièrement, quand j'étais dans le monde junior, j'étais peut-être un peu le roi. Là, je suis un pur valet, et c'est le cas de le dire. Mais par contre, avec l'organisation des Kings, tout le monde est sur le même pied jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est sûr que les décideurs, il faut qu'ils prennent des décisions. Par contre, ils sont à notre écoute. Quand je dis qu'ils sont à notre écoute,
je veux dire, on peut pousser sur des joueurs, puis ils vont porter une attention particulière à ce moment-là. Je vais prendre un cas particulier. Nicolas Deslauriers. Nicolas Deslauriers, il est venu, mon boss est venu le voir, puis Nicolas a joué le pire match de sa saison. On l'a repêché pareil. Parce que mon boss a vu des choses dans lui. Fait que c'est des fois important de comprendre que les patrons comprennent nos messages. Pour parler un peu du quotidien que vous avez, je vais vous poser la question comme si la COVID n'existait pas, là, mais une saison normale de hockey, comme vous en avez vécu tellement, c'est beaucoup de matchs de hockey, beaucoup de routes pour vous, beaucoup de travail en amont avant d'arriver au repêchage? Ah mon Dieu, c'est sérieux. Il ne faut pas oublier qu'il y a une préparation d'avant-saison. Il y a une préparation à toutes les semaines par rapport au match qu'on s'en va voir les joueurs, les entrevues avec les entraîneurs, les entrevues avec les joueurs, les entrevues avec des anciens coéquipiers, les entrevues avec autres ressources scolaires. C'est important d'aller chercher pour bien connaître l'individu. Souvent, je veux dire, on a des ressources qui sont extérieures au monde du hockey. Moi, un directeur d'école, ça ne me fait rien d'y parler pour savoir qui il est, ce jeune-là. Parce qu'il n'oubliez pas que le caractère, pour moi, c'est souvent ce que l'on fait quand personne ne nous regarde. Ça, là, c'est important. Puis c'est l'autonomie, c'est ça qu'il faut aller chercher sur un joueur de hockey. Vous en parlez justement de certains aspects que vous aimez, sans nous dévoiler vos grands secrets. Mais c'est quoi les aspects peut-être autres que le hockey qui vous accrochent le plus chez un jeune et qui vous font peut-être dire « celui-là, je vais vraiment le regarder sérieusement ». Bien, c'est quand je te dis l'activité, quand personne ne le regarde. Ouais. Tu sais, je me souviens d'être allé dans une aréna, puis c'était un joueur qui m'intéressait énormément. Je me suis caché dans le coin, et puis c'est sûr que personne ne me voyait. J'avais ma caméra pour être sûr que je le regardais de la bonne façon. Puis je suis sorti de là et j'étais découragé de savoir que lui était plus paresseux que ce que je pensais. Le moindrement qu'il n'y avait pas personne, là, son body language, il était slow, il était plate, il était ennuyé. Quand je l'ai rencontré, puis j'ai commencé à vouloir découvrir sa passion, je voyais pas de feu dans ses yeux. Alors, ça a quand même fait ça un signe. venait de régler son problème pour moi. Et en terminant, M. Fugère, parlez-moi un peu peut-être de ce qui s'en vient pour vous. On va souhaiter que la COVID disparaisse, ça ne disparaîtra pas, mais qu'on puisse au moins recommencer à jouer au hockey de façon plus normale. Je suppose que ça va être un souhait pour vous que la passion du hockey revienne à regarder du hockey en personne. Oui, effectivement. D'ailleurs, en fin de semaine, je vais aller faire mes deuxième et troisième matchs vivants. Je vais aller à Rouen et à Val-d'Or. Sinon, je n'aurais pas encore de hockey direct, à part le premier match de la saison, Victoriaville-Rimouski. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année du hockey quand même. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous à Hockey le Magazine, c'est très apprécié. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Bienvenue à cette dernière chronique de l'année sur l'équipement, et pas la moindre parce que là, on va parler, Éric, de masques de gardien de but. Oui, effectivement, c'est vraiment un sujet qui est passionnant pour les gardiens, qui aiment beaucoup leur masque. Certains le personnalisent. Oh, exactement. On se souvient tous du masque de Patrick Roy quand il a gagné la Coupe 193. C'est ça. Que tu sois joueur ou pas, tu te souviens du masque. Oui, puis il y a plein de masques de l'époque. Les gens qui nous écoutent... ou même les plus jeunes, vous pouvez aller voir là, sur les différentes plateformes, vous allez voir les masques de Jerry Cheevers d'une époque. Ensuite, vous allez voir les masques de Ed Belfour qui avait sa marque de commerce, à lui, de Eagle. Fait que, il y en a plein, là. Et c'est toujours intéressant, mais fondamentalement, on revient toujours à la base, c'est que c'est numéro 1, protection. Exactement. Comme la plupart des pièces d'équipement, c'est vraiment une question d'ajustement sur sa tête. Vraiment, notre tête, c'est notre pièce d'équipement personnelle la plus importante qu'on a. Ça marche pas. Exact. Donc, il faut vraiment faire attention à choisir un masque qui est bien ajusté, qui n'a pas de douleur, pas d'inconfort. Je veux dire douleur, les pressions sur les côtés. Pas de pression, exactement. Il faut que tu sois confortable, comme pour le porter pendant plusieurs heures. Dis-moi, Warrior, c'est pas une compagnie que je connaissais dans le masque de gardien? Non, c'est tout nouveau cette année. Le Warrior, qui fait de l'équipement de gardien depuis plusieurs années avec Pete Smith, qui était un expert dans le domaine, se sont lancés dans les masques de gardien de but. Puis jusqu'à maintenant, la réponse des gardiens est vraiment excellente. Eux, de toute façon, là, ils ont une bonne réputation pour faire les choses de façon très, très
pointu, d'aller chercher des petits détails. Quels sont les détails qui caractérisent ce masque? Bien, c'est souvent la coquille est faite en fibre de composite, pardon. Oui. Un petit peu comme les bâtons, donc très léger. Mais c'est surtout à l'intérieur que ça se passe. La protection, les coussinets, le foam qui est à l'intérieur, c'est vraiment là-dedans qu'ils ont mis beaucoup de recherche et développement. Donc, pour avoir le maximum d'adhésion, ajustement, mais aussi maintenant, la protection est importante parce qu'il y a plus de joueurs, de gardiens avant qui souffrent de commotion en raison des tirs à la tête, des coups à la tête qui sont plus nombreux, des collisions qui sont plus fréquentes également. Si tu nous le compares avec le Bauer que tu as entre les mains. C'est également un masque haut de gamme de calibre professionnel. Puis ça, c'est le 960 de Bauer, qui est probablement le modèle le plus utilisé sur les professionnels. On ne le voit pas vraiment dans la Ligue nationale à cause que les logos sont effacés souvent. Mais encore une fois, c'est un masque qui a été conçu, développé il y a plusieurs années, puis qui a été amélioré au fil du temps. Très léger, avec beaucoup de protection. Les mousses sont différentes de celui de Exact. Warrior. Chaque fournisseur a des mousses différentes à l'intérieur, des technologies différentes. Puis encore une fois, c'est une question de confort. Choisir Warrior, CCM ou Bauer, il faut vraiment être confortable dans son masque. Puis on voit aussi que la position de la mentonnière n'est pas nécessairement, c'est pas fixé de la même façon. Hein. C'est d'un masque à l'autre, on voit qu'ils ont des petites... Exact. Ils sont tous ajustables, mais de façon différente. OK. Et le dernier, CCM, donc, rapidement, c'est un peu le même... la seule différence, il n'y a pas de trou en bas. Lui, je vois qu'il n'y a pas de trou dans le bas au niveau du menton, tandis que les deux autres ont de l'aération. Exactement. C'est un nouveau design qui est sorti cette année, c'est le Axis, qui est encore une fois un masque de niveau professionnel. Puis à l'intérieur, ils ont du D3O, qui est un petit coussin qui amortit les chocs, qui encore une fois, comme tu disais, que tu mentionnais, que c'est vraiment important d'avoir un masque qui est bien ajusté pour éviter les blessures. J'aimerais que tu nous montres un peu plus la grille de celui-ci, parce que c'est vraiment une distinction par rapport aux autres. On dirait, tu sais, les fameux barreaux, le samouraï, c'est des broches, mais ils sont plates, ils sont minces, au lieu d'être arrondis comme sur les autres. Exact. CCM ont développé cette grille avec des tests d'impact de rondelles. Les rondes sont également bonnes, mais le niveau d'impact chez CCM est probablement plus élevé. Parlant d'impact, est-ce qu'il y a des matériaux, il y a des textures, il y a des choses qui pourraient affecter la qualité du masque avec le temps, que ce soit dans l'utilisation, l'entreposage, la peinture qu'on utilise, parce qu'on le sait, là, il y a plusieurs masques. Lorsque les jeunes achètent les masques, ils les font recouvrir de peinture. Oui, c'est un bon point, Danny. On peut le personnaliser, mais il faut quand même être très prudent, car la peinture sur un masque pourrait endommager les principaux caractères de protection, de construction de la coquille. Donc, ça prend vraiment un peintre qui est certifié. Alors, lui, il utilise des types de peinture qui n'affecteront pas l'efficacité de la composition du masque, en fait, des matériaux utilisés. C'est exactement ça. Et ça, je pense que c'est très important que les parents le sachent, là, parce que souvent, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous faire ça pas trop cher. Il y a des gens qui sont plus dans l'artisanal, mais c'est important, comme tu le mentionnes. C'est très important. Comme je disais au début, c'est la tête, donc il faut prendre les bonnes décisions pour être bien protégé. Bien protégé. Et donc, Éric, c'est toujours un plaisir. Éric Dupont du trio hockey qui nous a accompagnés durant cette chronique au cours, encore une fois, de toute l'année. Ça fait un réel plaisir de partager ces moments-là avec toi, partager tes connaissances. Puis, on invite tout le monde là, à être judicieux lors de vos achats. La chronique Sur la glace est une présentation de Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. Bienvenue à une autre chronique sur la glace. Aujourd'hui, on parle de transition en zone neutre et on va s'attarder plus particulièrement au travail de l'ailier. L'ailier est vraiment essentiel au succès de la contre-attaque à partir de la zone neutre, puisque les défenseurs, lorsqu'ils récupèrent la rondelle, veulent s'assurer d'avoir des options de passe très rapides. Donc, comment le défenseur fait pour repérer ses joueurs, mais surtout, comment se démarque et se place l'ailier en situation de contre-attaque? Voyons ce que ça donne avec Ramsey Abid. Maintenant, on voit que les attaquants, ils font un arrêt brusque.
En tant qu'ailier, on ne veut pas faire un arrêt brusque, on veut garder notre vitesse, 1. Deuxièmement, tu dois absolument prendre l'information avant d'effectuer ton pivot d'ouverture. Donc, si ton défenseur a la rondelle, prise d'info, pivot d'ouverture, hop, monte ta cible à 45. OK, les boys? Alors, sur cette première animation en 3D, on voit l'ailier qui vient contourner un cône. On place les cônes à des endroits stratégiques pour justement inciter le défenseur, l'ailier, pardon, à revenir faire le tour du cône et à venir se placer en position pour offrir une cible à son défenseur, qui lui va faire une passe directe. On veut avoir cette passe directe pour accélérer le jeu. Sur cette deuxième action, en fait, en animation, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on est à 2 joueurs. Donc, le scénario demeure le même avec les cônes qui sont placés comme vous le voyez. Et ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir une relance rapide. Et cette fois, bien, les gardiens seront sollicités avec un jeu en transversal. Là, ils doivent se déplacer latéralement pour faire face au tir. Alors, sur cet échange en zone neutre, on voit les passes en croisée, donc des passes multiples. C'est vraiment un exercice pour travailler au début de votre séance d'entraînement, mais vous travaillez aussi sur le déplacement où votre ailier doit faire face au jeu. Et en phase de transition, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle le contact visuel. Avoir le contact visuel, c'est voir la rondelle en tout temps, faire face à son coéquipier, son défenseur. Et là, sur cette séquence, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est pas nécessairement le défenseur, mais c'est son coéquipier. Donc, le jeu simule exactement une phase de transition. Alors, c'est excellent pour des tirs au filet, pour une période d'échauffement, mais vous pouvez quand même enseigner cette dimension extrêmement importante, celle du contact visuel. Être constamment en cible, se donner en cible pour son coéquipier, c'est le rôle de l'ailier sur les phases de contre-attaque. Et il est essentiel pour avoir de l'efficacité et de la rapidité, ainsi que du rythme dans cette fameuse contre-attaque. Bon entraînement et bonne semaine. Eh oui, Jasmin, c'est déjà terminé. Tout à fait. Une autre saison de Hockey le Magazine qui se termine. Merci, Danny, d'avoir été avec nous. C'est une belle saison de hockey. Puis je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, on se sent privilégié d'avoir pu vous la présenter cette année parce qu'il y a des moments, évidemment, où ça n'a pas nécessairement été facile. Mais on y est arrivé. Puis je pense qu'on a eu un très beau contenu à vous offrir. Merci à vous à la maison d'avoir été là également avec nous à chaque semaine. Ça a été du bon temps. Ça a été du bon temps. Ça a été, je pense, modelé sous le signe de la créativité. De la générosité. Tout le monde a mis l'épaule à la roue pour permettre de réaliser vraiment ces 16 épisodes. C'était gigantesque au début. On se demandait comment on va faire avec toutes les restrictions, évidemment, que vous connaissez. Mais on a quand même réussi à faire, on l'espère, quelque chose qui vous a plu. Alors, on vous attend déjà l'an prochain. Une saison à la normale, on va l'espérer. Espérons tous être là en très bonne forme, en très grande forme et en santé. Bien sûr, on vous attend. Merci. Hockey Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Captorder, hygiène du sport, Captorder, Basse Sélection et Hockey Magazine pour un accès inédit à vos joueurs préférés.